Moi j'en ai plein de cul de subir ce putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trous à rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul toi non plus? On a tourné un débat dans notre émission Ring sur les liens entre banlieue et politique. On a reçu Anis, jeune fondateur d'un label de musique et chroniqueur politique sur Beurre FM, et Aurélien Taché, député du Val d'Oise du parti Les Nouveaux Démocrates. Et en les écoutant, je me suis posé beaucoup de questions. Déjà, c'est quoi la banlieue? Faudrait la définir. Ouais, il me semblait qu'il y avait beaucoup de banlieues communistes. Est-ce que ça a changé? Et puis, est-ce que les gens en banlieue votent encore? Je croyais que les jeunes ne votent plus beaucoup de toute façon, alors est-ce que c'est pareil partout? Et comme je suis certainement pas le seul à me les poser, je me suis dit que j'allais vous partager mes recherches. On va revoir les bases. C'est bon, je crois que j'ai les bases, je vous explique. Pour cette vidéo, je suis allé interroger deux chercheurs. Le premier, c'est Éric Marlière, qui est sociologue et qui enseigne à l'université de Lille. Il travaille notamment sur la question de la disparition de la classe ouvrière et sur les conséquences pour les enfants d'ouvriers ou d'immigrés qu'on appelle classiquement des jeunes de cité ou de banlieue. La deuxième personne que je suis allé interroger, c'est Céline Braconnier. Elle est sociologue, agrégée d'histoire, elle dirige l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye et elle travaille notamment sur la participation électorale. Oui, je sais, les chercheurs ont toujours des titres à rallonge, mais c'est stylé. Je leur ai posé 4 questions. La première, c'est une question de définition, parce qu'il faut toujours savoir de quoi on parle quand on traite un sujet. Donc je leur ai posé la question de leur définition de la banlieue. Deuxièmement, quelle expression politique y a-t-il dans ces banlieues, dans ces milieux populaires? Et quelle évolution on peut noter sur les dernières décennies? Troisièmement, est-ce qu'il y a une différenciation géographique, par exemple, entre certains territoires en France, en banlieue parisienne par exemple, et le reste du pays? Ou est-ce qu'il y a une différenciation au niveau de la pyramide des âges? En gros, est-ce que les vieux sont plus impliqués politiquement que les jeunes? Enfin, une dernière question, où je me suis demandé ce vers quoi se tournaient ces banlieues, ce qui pouvait les influencer, ce qui se substituait à l'éventuel engagement politique moindre, et ce qui pourrait faire, et ce qui pourrait raviver cet engagement politique. D'abord, la question de la définition. De quoi on parle? Éric Marlière revient à l'étymologie. La banlieue, c'est ce qui est au banc d'environ une lieue. Une lieue, c'est une unité de mesure, et au banc, ça signifie à l'extérieur de la juridiction de celui qui décide ce qui se passe dans la société féodale. On remarquera que c'est la même étymologie que des mots tels que bannir ou abandonner. Donc ça renvoie à des quartiers qui ont des caractéristiques sociologiques particulières, des populations plus jeunes, nettement plus jeunes que la moyenne, des populations plus pauvres, nettement plus pauvres que la moyenne nationale, des populations moins diplômées et des populations marquées par une forte présence à la fois d'étrangers, plus important que la moyenne, et puis de Français d'origine étrangère. Donc tout cela dessine des environnements particuliers aussi dans leur rapport à la politique. On ne parle pas là des banlieues bourgeoises à la Neuilly-sur-Seine. On s'est trompé de banlieue, maman. Regarde, on est à Neuilly. Bah ouais, alors? Bah Neuilly, c'est la ville de Sarkozy. Bon, maintenant qu'on a défini la banlieue, quelle expression politique il y a et quelle évolution on constate? Je vous fais la frise chronologique grosso modo. Les banlieues apparaissent dans les années 1960, en lien notamment avec la politique d'immigration pour le travail. Dans les années 70, l'engagement politique en banlieue, ça consiste en le syndicalisme ou l'éducation populaire, qui sont des vecteurs d'intégration de ces populations immigrées. Le Parti communiste français est assez populaire parce qu'il réunit les travailleurs, les ouvriers, versus les bourgeois. On parle alors de banlieue rouge, c'est-à-dire l'ensemble des villes peuplées par la classe ouvrière et entourant Paris, dont les maires sont communistes depuis les années 1920. C'était la classe ouvrière qui a été confrontée à des mutations de mode de production, à la délocalisation, fermeture du Sud, et on est passé aux classes populaires au sens général, avec au pluriel, c'est-à-dire un monde beaucoup plus fragmenté. Et dans les années 80-90, on assiste, j'allais dire, à la décomposition de ces banlieues ouvrières. Avec cette décomposition se dilue petit à petit l'engagement politique. Cette banlieue, elle se recompose ensuite avec l'émergence d'Internet et des téléphones portables qui la décloisonnent, et une résurgence du religieux, avec l'islam et le protestantisme baptiste. En 2007, lors de l'élection présidentielle qui opposait au second tour Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, on constate une très forte mobilisation électorale. Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy, ça a été une offre politique très clivante. Très mobilisatrice à la fois pour ceux qui n'avaient pas envie que l'un d'entre eux exerce le pouvoir et ceux qui étaient portés par les projets de société très différents de ces deux candidats. Et on a eu un taux de mobilisation presque équivalent à celui enregistré pour la France entière. Le taux de participation était de 84% pour la présidentielle en 2007
Et il était de 82-80% dans pratiquement tous les quartiers populaires. Donc là, on a eu une capacité d'une offre politique très forte, très clivante, bien comprise par la population, à susciter de l'intérêt, à faire venir aux urnes les populations. Mais depuis une dizaine d'années, il y a une certaine désaffection du vote. L'abstention grandit. La question de l'accès au marché du travail est très importante à cet égard. Il y a moins d'ouvriers, donc il faut trouver d'autres débouchés professionnels. Or, s'il n'y en a pas, c'est que la politique est inefficace, voire jugée corrompue, selon les mots d'Éric Marlière. Bien entendu, il s'est posé la question pour les enfants d'ouvriers qui ne peuvent plus devenir ouvriers, la question de l'accès au marché du travail. Question qui n'a toujours pas été résolue aujourd'hui. D'où, en partie, l'abstentionnisme ou le refus de participer au processus électoral, jugé, j'allais dire, au mieux inefficace, au pire corrompu. Effectivement, c'est une recomposition actuellement et qui va assez vite. À la troisième question, les chercheurs n'ont pas noté de différenciation particulière au niveau de la géographie. Venons-en donc à la quatrième question. Quelle influence et éventuellement quel substitut a cet engagement politique? Les deux chercheurs partageaient le constat que rien n'a vraiment remplacé la banlieue rouge. D'abord parce que le vote est la forme la plus basique, la plus simple d'engagement politique, et que si l'on est peu enclin à voter, on le sera aussi peu à s'engager autrement. Ce qu'on enregistre massivement, c'est quand même du retrait de la vie politique traditionnelle, c'est sûr, du désengagement électoral. Alors il se trouve que voter, c'est quand même la façon de participer en politique qui est la moins coûteuse pour les gens qui sont les moins diplômés, qui ont peu de temps et qui sont les moins intéressés. Il y a une forme d'engagement associatif, notamment sportif ou culturel, mais l'autonomie politique est plutôt limitée. En revanche, on a constaté d'autres formes de vie en commun. Une forte solidarité, par exemple, pendant la crise de la Covid-19, où les plus démunis étaient aidés par les autres. Les gens s'entraidaient, entraidaient les familles, notamment qui n'avaient plus les moyens d'assurer le couvert pour leurs enfants, de faire manger leurs enfants. On a vu des formes de solidarité très informelles se tisser. Mais au-delà de ça, un engagement un peu durable au profit de causes, on en est assez loin. Enfin, Éric Marlière pointe d'autres formes d'intérêt pour les sujets politiques, avec la consultation de ce qu'on appelle les nouveaux blogs, par exemple Égalité et Réconciliation ou Le Libre Penseur, qui sont beaucoup consultés par des jeunes adultes, parfois ayant un bac+3 ou 4, mais qui sont plutôt déclassés, et qui apprécient les idées véhiculées par ces sites, notamment pour leur critique des élites politico-médiatiques ou de Big Pharma, et non pas tant parce qu'ils seraient forcément d'accord avec toutes les idées de leur tête de pont. Maintenant qu'on a ces bases, qu'est-ce que ça implique concrètement aujourd'hui? D'abord que l'abstention, elle est générale et généralisée surtout chez les jeunes. Aux élections départementales et régionales de 2020, la participation était seulement de 33% au niveau national et d'environ 15-16% dans ces milieux-là. Ce manque d'intérêt pour la politique, j'ai tendance à considérer qu'il s'accompagne aussi d'une absence d'intérêt pour la chose commune, et donc d'une dégradation de la vie en société, de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Aujourd'hui, si ce sujet est intéressant, c'est notamment en lien avec la campagne de l'élection présidentielle 2022. On a l'émergence d'un candidat comme Éric Zemmour, que certains soutiennent, comme on le verra dans le Ring 15, tandis que d'autres considèrent qu'il est un leurre et qu'il aggraverait la situation de ces milieux-là. De l'autre côté, on a l'affirmation de Jean-Luc Mélenchon, qui pense que si les milieux populaires se mobilisent et votent, il remportera la victoire. Alors quelques pistes de solutions pour raviver cet engagement politique dans ces milieux populaires en banlieue. D'abord, quand l'offre politique est claire, bien distinguée, qu'il n'y a pas de difficulté à discerner la gauche de la droite, les milieux sont plus enclins à voter. Deuxièmement, il faudrait supprimer les obstacles à cet engagement et notamment au vote, avec par exemple une inscription automatique sur les listes électorales ou un vote électronique. D'ailleurs, il y a en France 7 millions de mal inscrits, c'est-à-dire de personnes dont le bureau de vote assigné n'est pas forcément le plus proche de chez eux. Consultez l'ONG À Voter et son travail pour vous aider à mieux vous inscrire. Dernièrement, on parle beaucoup de sécession dans ces milieux populaires, dans les banlieues. J'aimerais aussi souligner que les élites devraient faire attention à ne pas elles-mêmes faire sécession, puisque c'est l'une des choses qui est le plus reprochée à la politique. Gardez en tête que c'est un sujet que je n'ai traité qu'en surface, c'est les bases quoi. Il y a des sources en biblio, allez les consulter si vous voulez en savoir plus. Et pour vous forger votre propre opinion, abonnez-vous à notre chaîne et regardez le débat Ring qu'on sort à ce sujet. C'était Jules pour le crayon, je vous laisse avec un de mes lascars qui a quelque chose à vous dire. Allez les mecs, gardez la pêche. Du coup, pourquoi dans les HLM on met une famille qui débarque en France plutôt que de mettre par exemple, je sais pas moi, un étudiant de Nanterre ça, c'est une bonne question. université qui est dans une chambre de 9 mètres carrés au même prix